Bienvenue à tous. Le roi Mohamed VI est arrivé en Zambie hier soir. Deuxième étape de sa première tournée africaine post-retour Union africaine. Une étape bien particulière. La Zambie souffle le chaud et le froid depuis 2011 entre ses partenaires traditionnels, l'Afrique du Sud principalement, et son désir de développer ses relations avec le Maroc. La volonté du Maroc, faire changer d'avis ce pays qui, ces derniers mois, a fait des allers-retours sur son soutien au Polisario. Le Ghana est aussi en train de changer de position. Alors peut-on convaincre ces derniers pays pro-Polisario par l'économie ? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs aujourd'hui, Anouar Zine, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes fondateur du mouvement citoyen Changer.ma. Mohamed Ezouak également avec nous ce matin, bonjour. Ça va comme Landry. Fondateur du portail d'information yabiladi.com. En deuxième partie, nous parlerons de la Coupe du Monde 2026. C'est un secret de Polichinelle. Le Maroc sera candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde de football. D'après Jeune Afrique, le coup d'envoi de la candidature marocaine sera donné le 31 mai depuis le complexe Mohamed V à Casablanca lors du match amical Maroc-Pays-Bas. Alors quelles erreurs apprises lors des malheureuses candidatures précédentes 94, 98, 2006 et 2010? Qui sont nos adversaires pour 2026 et quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Vous nous le direz, 55 77 pour poser vos questions et réagir par SMS, Sidiram TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Peut-on convaincre les derniers pays africains pro-Polisario par l'économie, Anouar Zine? Oui. D'abord, la poursuite de cette tournée royale dans les pays d'Afrique obéit à un sens et à des valeurs. Aujourd'hui, le Maroc a certes le statut de pays membre de l'Union africaine, c'est fait, mais conformément à un plan de déploiement qui était, on va dire, évidemment pour le retour à l'Union africaine, mais d'abord pour maintenir et ouvrir de nouvelles relations avec les pays d'Afrique, la tournée se poursuit. On a l'impression c'est que le roi ne veut pas perdre de temps. Hein. On fait son retour au sein de l'Union africaine directement. On va voir nos pays meilleurs ennemis entre guillemets. Non, aujourd'hui, sur le dossier du Sahara ? Non, aujourd'hui, le Maroc ne distingue plus les relations avec les pays d'Afrique selon qu'ils soient pro ou anti position marocaine. Ça, c'est un changement. C'est un changement qui a précédé le retour à l'Union africaine. Alors, d'abord, il y a un sens. C'est pas parce qu'on est ça y est, le retour à l'Union africaine est fait qu'on arrête de faire de la diplomatie en force. Donc, première conclusion, première remarque. Deux, ces pays-là ont été touchés, ont été, on va dire, sensibilisés lors de la campagne pour le retour à l'Union africaine, et donc aujourd'hui ça n'a pas de sens de ne pas tenir parole et de ne pas poursuivre les relations bilatérales et ces visites royales. Et trois, il faut le savoir, il faut le dire à nos auditeurs et nos auditrices, tous les déplacements de Sa Majesté sont précédés par des délégations à la fois de sécuritaires mais aussi d'hommes et de femmes d'affaires qui se déplacent et qui préparent les forums économiques. Et s'agissant de ces pays-là, en particulier le Ghana et la Zambie, il y avait eu des contacts et des visites avant même le retour à l'Union africaine. Et donc aujourd'hui l'agenda se poursuit indépendamment de l'actualité qui est celle du retour à l'Union africaine. Mohamed Ezouak. Oui, effectivement, déjà en 2015, si mes souvenirs sont bons, il y avait des premières prises de contact, ou en tout cas une relance des relations économiques entre le Ghana et le Maroc. Donc on voit qu'il y a une stratégie qui date déjà depuis quelques années. Le Ghana et le Maroc qui avaient déjà des bonnes relations à l'époque, dans les années 60, entre Mohamed V et Kwame Nkrumah, mais qui est passé par une période de froid, justement en raison de la reconnaissance de la RASD. Alors là, pour le coup, le Ghana et la Zambie, en 79, les deux pays ont reconnu la RASD. Donc en même temps, quasiment. Effectivement, il y a une volonté de dépasser en fait ce clivage, ce blocage vis-à-vis des pays qui reconnaissent la RASD. On va relancer les relations diplomatiques en dehors même de sa zone de confort. Alors bon, le Ghana, c'est la CEDEAO, donc on va dire que ça reste une région avec lequel le Maroc a des liens très forts, mais c'est un pays anglophone, au milieu de plusieurs pays francophones proches du Maroc, mais aller aussi carrément en Afrique australe, ou en tout cas à la limite de l'Afrique australe, avec la Zambie, qui est à la limite en fait entre l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Et là, pour le coup, c'est plutôt un pays qui est sous influence entre guillemets ou qui est proche de l'Afrique du Sud. Donc c'est une vraie volonté de dépasser les clivages, les blocages, la reconnaissance de la République autoproclamée du Sahraoui n'est plus un point de blocage, mais l'objectif est pas seulement économique, mais aussi en termes de... En fait, c'est vraiment une volonté de développement de l'Afrique
par l'Afrique, par les pays africains eux-mêmes, et donc une coopération sud-sud multifacette, j'allais dire. Ce changement des deux pays, Ghana et Zambie, concernant le dossier du Sahara, il peut intervenir au bout de combien de temps à Noirzine? Ça va prendre du temps tout de même, on peut imaginer que ça prenne quelques années. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus un objectif en soi que ces pays reconnaissent ou pas, ou retirent leur reconnaissance de la prétendue race. C'est une conséquence. Oui, c'est-à-dire en fond de pensée, oui, bien sûr que ce sujet est important pour le Maroc, mais il n'est plus aussi décisif que cela dans les relations. Remettons-nous en tête le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Addis Abeba, où je reprends le sens des phrases, l'humanité ne se nourrit ni de gaz ni de pétrole, l'Afrique a besoin de l'Afrique, c'était le discours de Dakar. Donc il y a une ligne nouvelle qui consiste à dire ce continent est un peu l'avenir de l'humanité quelque part, puisque les plus gros taux de croissance sont enregistrés en Afrique, mais aussi les plus grosses attentes et les plus gros besoins sont en Afrique. Et il faut en finir avec une espèce de domination qui vient d'un peu partout du monde. Alors classiquement des anciens pays colonisateurs d'Europe principalement, mais aussi de nouveaux pays colonisateurs économiquement, je citerai la Chine entre autres, et l'idée aujourd'hui est de doter l'Afrique de son autonomie parce qu'elle a les moyens d'avoir son autonomie. Et le Maroc joue un rôle de locomotive là-dedans. Alors sur le domaine énergétique, il y a le projet du gazoduc, mais surtout sur le domaine alimentaire, les immenses projets initiés par l'OCP, qui est une mastodonte, qui est un véhicule locomotive extraordinaire pour le Maroc. Qui a lancé OCP Africa l'an dernier. Absolument. Donc tout tombe dans le sens. Et puis, rappelons également qu'au-delà de ce leadership économique que cherche le Maroc, il a déjà un leadership religieux sur la question de l'apprentissage, en tout cas de la transmission des valeurs de la religion, principalement l'islam. Il a de l'avance sur le plan culturel, il a de l'avance sur le plan universitaire, puisque beaucoup d'étudiants de pays d'Afrique, de partout, principalement Afrique francophone, poursuivent des études supérieures au Maroc. Il a un leadership politique, puisqu'aujourd'hui, il a le plus grand nombre d'accords de libre-échange, il est proche de l'Europe, il a des relations diplomatiques étendues dans les pays du Golfe, avec la Russie, avec la Chine, et relativement correct avec les États-Unis, enfin on verra ce que ça va donner, et un partenariat stratégique, un statut avancé avec l'Europe. Donc en prenant en considération tous ces éléments-là, le Maroc a largement de quoi être un pays leader au niveau de l'Afrique, et là, suivez mon regard, en fait, la guerre de fond avec des moyens de paix, c'est qui est le leader sur ce continent? Est-ce que le Maroc ou l'Afrique du Sud? Ouais. Mohamed Ezzouak, tout de même, cette déclaration conjointe Maroc-Ghana, pour l'instant, sur le plan économique, il y a des avancées, mais il n'y a pas de groupement d'intérêt économique, ces fameux JIE qui ont été critiqués parce que souvent inefficaces. On ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant? Alors, je ne sais pas pour les groupements d'intérêt économique. Faut quand même remettre dans le contexte. C'est une reprise de contact. C'est un premier pas. Il n'y a pas eu d'annonce aussi tonitruante qu'en Éthiopie avec l'investissement de l'OCP ou dans d'autres pays précédemment. Mais c'est une première prise de contact et puis on sent qu'il y a une vraie complicité puisque le roi a invité le président ghanéen au Maroc. Donc il y a une vraie volonté c'est la première amorce et on va sûrement prendre de la vitesse en termes de relations bilatérales et notamment sur le plan économique par la suite et en termes de développement de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est le Ghana et la Zambie sont deux pays dont l'économie est basée principalement sur l'agriculture. Là, le Maroc a probablement un rôle à jouer, notamment avec l'OCP, mais au-delà sur d'autres plans. Deuxièmement, les mines, à ne pas oublier. Les deux pays sont, alors le Ghana pour l'or, je crois pour la Zambie c'est le cuivre, etc. Donc là aussi le Maroc que ce soit au Maroc, d'ailleurs avec les phosphates encore une fois, mais aussi à l'étranger puisque il y a des sociétés marocaines, Managem je crois, qui est présent dans d'autres pays d'Afrique pour l'or ou pour d'autres minerais. Donc là aussi le Maroc peut jouer un rôle. Et puis aussi sur l'énergie, il faut savoir que la Zambie a vécu une sécheresse très importante ces dernières années avec sa principale ressource d'électricité, c'est les barrages. Et donc il y a un vrai problème énergétique puisqu'il y a eu une baisse de la production d'électricité ces dernières années avec la sécheresse et donc ils souhaitent s'investir de plus en plus dans le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables et là aussi le Maroc est un petit peu
en pilote du continent et à un savoir-faire, à une expérience, même si elle est récente, mais dans le domaine des énergies renouvelables, c'est relativement récent pour la plupart des pays, mais il y a une ambition très forte et il peut apporter un capital connaissance intéressant pour les autres pays d'Afrique. On rappelle visite en Zambie qui va durer logiquement 3 jours et que la Zambie avait annoncé à Rabat en juillet dernier sa manière de rompre justement ses relations avec le Polisario, la prétendue République arabe sahraoui démocratique. Je vais y arriver. Depuis retour en arrière depuis, parce qu'il y a un nouveau gouvernement à Nouarzine qui est plutôt pro-Polisario. Combien de temps ça peut durer justement? Ça, c'est une des questions que tout le monde se pose. Ça durera le temps que l'intérêt économique, politique et autres avec le Maroc devient évident. Vous savez, quand on établit des relations diplomatiques principalement économiques avec un pays, on a besoin de mettre en place un cadre. Représentation diplomatique de part et d'autre, accord judiciaire, parce qu'il faut protéger les investissements de part et d'autre et qu'on devienne justiciable, protégé si jamais on investit dans un pays ou dans un autre, accord monétaire s'il y a des aspects techniques à mettre en place sur la circulation du capital, aspect fiscal s'il faut instaurer la non-double imposition. Et dans la foulée de ces accords que vous signez, techniquement, juridiquement, si vous signez des accords qui couvrent la souveraineté du Maroc de Tanger à Al-Ghouira, je veux dire, la question de la reconnaissance devient techniquement obsolète, puisque ces pays-là reconnaîtront de fait, et c'est un peu ça le débat aujourd'hui qu'on nous aura avec l'Union européenne, de fait, cette histoire devient subsidiaire. Voilà en quoi j'ai l'impression de dire que c'est un détail. Non, ce n'est pas un détail. Je dis juste que la question de la reconnaissance ou pas ne s'arrête pas à l'aspect politique, que chemin faisant, dans l'ensemble des relations qu'on peut avoir, surtout économiques, et sur ce que cela génère comme des conventions et des consentements de part et d'autre sur des textes, parce que c'est des contrats, cette question de la reconnaissance de la pseudo-Rast va être dissoute dans l'ensemble des accords qu'on peut avoir et qu'on peut signer. Donc, par rapport à votre question, à partir du moment où il y a un intérêt, je rappelle encore une fois ce que disait le général de Gaulle, les États n'ont ni amis ni ennemis, ils n'ont que des intérêts. À partir du moment où l'intérêt devient manifeste, cette subsidiaire question de la reconnaissance de la race va être réglée automatiquement. La suite des décodeurs atlantiques ce matin avec Mohamed Ezouak. Bonjour. Bonjour. Fondateur du portail d'information yabiladi.com. À Nouarzine également avec nous. Bonjour. Bonjour. Fondateur du mouvement citoyen changer.ma. Peut-on convaincre les derniers pays africains pro-Polisario par l'économie? C'est le premier sujet que nous abordons ce matin avec bien évidemment la tournée royale qui se poursuit. D'abord au Ghana, puis désormais en Zambie. Ce qui est assez remarquable tout de même, c'est effectivement, on le disait tout à l'heure, Mohamed Ezouak, qu'il n'y a plus ce préalable de non-reconnaissance de la race de la part des autorités marocaine pour faire une visite. On rappelle que le chef du Polisario, Brahim Khalil, était en Zambie il y a quelques semaines encore, en janvier 2017. Pour l'investiture, effectivement, du nouveau président. Et justement, c'est un point important, c'est qu'en fait, ces deux pays sont dirigés par des présidents, des nouveaux présidents. En 2015 pour la Zambie, 2017 pour le Ghana. Donc effectivement, on voit qu'il y a un passage de témoin avec un constat qui est la chute de l'idéologie un peu tiers-mondiste, proche de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, etc., donc socialiste, mais aussi un éloignement avec les indépendances des pays africains. Et donc, finalement, il y a une sorte de constat, c'est ces pays, tous se disent, oui, l'indépendance, ça y est, c'est digéré. Donc, on va passer à autre chose, on va dépasser ce débat-là. Aujourd'hui, l'urgence, et votre journaliste l'a souligné par rapport au Sud-Soudan, l'urgence, c'est le développement. L'urgence, c'est la stabilité de ces pays, le développement économique, le développement social de ces pays. Et donc, il est plus facile de convaincre ces pays qui reconnaissent donc la pseudo-race, de les convaincre en discutant, en nouant des liens plus forts, en approfondissant les relations bilatérales. C'est évident qu'il est plus facile de convaincre quelqu'un de descendre les marches du 5e étage tranquillement ensemble plutôt que de sauter. C'est sûr que en termes de changement de posture diplomatique, c'est quand même le jour et la nuit. Et donc l'idée est un petit peu de faire ce chemin ensemble avec des liens forts,
économique, politique, diplomatique évidemment. Et aujourd'hui, le retour au sein de l'Union africaine va renforcer, va mettre à l'aise le Maroc dans ce cheminement. Et ce que vous nous disiez tout à l'heure, Anouar Zine, c'est qu'il y a aussi sans doute des contrats avec le Ghana, avec la Zambie qui vont se dessiner, où l'on va reconnaître dans ces bouts de papier le territoire du royaume de Tanger à la Ouira. Donc de fait, une reconnaissance indirecte. De façon express, il y a des accords à signer, et ces accords-là, évidemment, couvrent l'ensemble du territoire marocain sans aucun manquement. Le Maroc a changé d'attitude, et c'est tant mieux. Pendant très longtemps, 40 ans, c'était quoi? C'était bonjour, reconnaissez-vous oui ou non la pseudo-race? Si c'était oui, on se parle pas. Si c'était non, on peut se parler. Non, ça c'est terminé. Le Maroc, pendant 40 ans, a essayé tous les moyens en dehors du continent africain. C'était les chancelleries européennes et américaines, c'était les couloirs des Nations Unies, c'était sur le territoire avec la tentative d'organiser un référendum, ça ne marche pas. Les visites des secrétaires généraux des Nations Unies, ça donne rien. Les négociations indirectes, Manasset 1, 2, 3, 4, ça ne donne rien. Les juridictions internationales, la Cour pénale internationale, la Haye, etc., ça ne donne rien. Et donc, au bout d'un moment, on a compris. 40 ans d'erreur, ça suffit. Enfin, d'erreur. En tout cas, c'était pas les décisions et les appropriées et justes. Et donc, il n'y a que le concret qui marche. Le concret, c'est un quadrillage et un maillage territorial au niveau de l'Afrique. Et puis, dans le monde qui est en train de changer, c'est-à-dire une économie de plus en plus financiarisée, des rapports que d'intérêts de plus en plus évidents et assumés, des économies de marché où la notion de masse et de minimum vital est importante. Le Maroc ne peut pas continuer à parler au nom de 30-35 millions de Marocains. Aujourd'hui, il peut parler au nom de 300, 400, 500 millions d'habitants en Afrique, parce que sur bien des secteurs, il a la main dessus. Sur le secteur financier, avec l'implémentation des banques marocaines, sur le secteur télécom, avec l'implémentation des opérateurs télécoms, sur le secteur immobilier, avec la croissance générée en dehors du Maroc par les opérateurs immobiliers sur, je me répète, le champ religieux, culturel, etc. Et donc, au bout d'un moment, le leadership au niveau de l'Afrique va donner une force de frappe et de négociation puissante au Maroc, parce que le monde a changé et il va encore changer davantage. Être un pays au nord de l'Afrique, au pied de l'Europe, avec 35 millions d'habitants et l'économie qui est ce qu'elle est aujourd'hui, même si on a doublé de PIB sur les 10 dernières années, ça ne suffit pas pour avoir une position de négociation confortable face aux puissances du monde. Et on va en parler peut-être en deuxième partie de l'émission, notamment pour juste organiser une Coupe du Monde, par exemple. Bien sûr. Alors justement, une question de Tara sur la page Facebook Les Échos d'Outre-Atlantique, Mohamed Ezouak. Est-ce qu'un soutien de tous les pays africains, un jour, sur le dossier du Sahara, peut peser à l'ONU dans les négociations? C'est une bonne carte à jouer. C'est pas forcément. On sait très bien que ce dossier. C'est pas déterminant ici. C'est pas déterminant dans le sens où ce dossier est géré principalement par les États-Unis et puis par le Conseil de sécurité. Donc il faut mettre d'accord. Mais bon, pour le coup, on est plutôt à l'aise au point de vue international. C'est surtout au niveau de l'Union africaine qui a fait très mal ces dernières années. Et donc si les pays, une quasi-totalité des pays africains soutiennent la position du Maroc, déjà ça permettra de neutraliser l'axe justement Alger-Pretoria qui avait fait du mal, puisque l'Union africaine était même allée à New York, les représentants de l'Union africaine, pour plaider la cause du Polisario. Donc ça c'est important. Là où j'ai un bémol par rapport à la stratégie africaine du Maroc et par rapport à la tournée royale, c'est quid du financement des nombreux investissements, des nombreux accords économiques, etc. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore entendu d'économistes qui auraient travaillé sur cette question. On n'a pas forcément tous les détails chiffrés, mais le Maroc est un pays qui est une des puissances importantes en Afrique, mais qui reste quand même un peu exsangue en termes de financement. Lui-même est à la quête de financement. Donc, comment financer, soutenir les entreprises qui vont passer d'une stratégie plutôt timide pour certaines entreprises. L'OCP, par exemple, était très peu présente en Afrique. Aujourd'hui, avec des usines, quand même, des investissements très très lourds, tout azimut, quoi. En l'espace de 3 ans, on se retrouve avec même en l'espace seulement de 2 ans, 1 an même, avec des investissements massifs dans les 4 coins de l'Afrique. Il y a Itmar Capital, qui est ce fonds également souverain créé par le Maroc avec la Banque mondiale, qui a été dévoilé
tout juste récemment, c'était il y a 3 mois. Oui, donc ça c'est un point, mais ce qu'il faudrait c'est chiffrer tous les investissements et voir la capacité du Maroc, de ce fonds souverain, peut-être qu'il y a des partenaires aussi, peut-être qu'il y a les pays du Golfe, je mets ça comme ça, je pense qu'effectivement peut-être que les pays du Golfe sont là pour appuyer la stratégie marocaine et peut-être servir un petit peu de partenaire pour la conquête africaine, et c'est plus simple que le Maroc, de passer par le Maroc plutôt que de passer directement, je sais pas, c'est des suppositions, mais on aimerait entendre quand même les économistes marocains sur ce sujet. Anouar Zine. Excellente question, je partage totalement avec mon ami Si Mohamed. Néanmoins, quitte à paraphraser une célèbre citation de Feu Hassan II, les armes ou l'argent, ça se trouve partout, c'est la sagesse qui est difficile à trouver. À partir du moment où on a des dossiers valables, je pense que le capital n'hésitera pas à suivre avec des taux de retour qui paraissent quasiment garantis quand on investit dans un continent comme celui de l'Afrique. Allez, dans quelques instants, on va rêver. Le Maroc candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026. D'après Jeune Afrique, le coup d'envoi à la candidature marocaine sera donné officiellement le 31 mai prochain à Casablanca. Mais avant la séance, coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, coup de cœur, Mohamed Ezouak. Alors vous nous avez invité à rêver, moi je vais plutôt vous parler du cauchemar actuel. En fait c'est Trump et sa dénonciation du fake news, de ces informations fausses qui sont distillées dans les grands médias américains, qui sont devenus les ennemis de la présidence de Washington. Ce qui est magnifique, c'est que lui-même, toute honte bue, n'hésite pas à balancer des informations complètement fausses en pleine conférence de presse. C'est incroyable, un président de la première puissance mondiale. Alors par exemple, on a l'impression que c'est des conférences de presse en freestyle, complètement improvisées. Il avait parlé, il s'était présenté comme étant le président qui a recueilli le plus de suffrages des grands électeurs. Là, finalement, un journaliste en pleine conférence, juste après le rectifie le tir en disant mais non, en fait, il y avait Obama. Il dit oui, effectivement, en fait, je voulais dire les républicains. Il dit mais non, mais Bush a eu plus que vous. Donc il avait l'air un peu mal à l'aise. Et puis le lendemain, enfin quelques jours après ou le lendemain, je sais plus, une autre conférence de presse où il parle d'actes terroristes. On sait pas trop, en tout cas, que les actes qui ont frappé la Suède la veille. Sauf qu'il n'y avait rien de particulier qui s'était passé en Suède. Donc on se pose quand même des questions sur ce président. Oui, par exemple, peut-être qu'effectivement il fume vu que c'est autorisé dans certains États américains. Mais effectivement, c'est quand même inquiétant. Ouais. Anouar Zine, coup de gueule, coup de cœur. Un coup d'hommage à Feu Mohamed Boustin, un grand nous quitte. Voici l'exemple d'homme politique dont on a grand besoin en ce moment, au vu de leur parcours, leur sagesse, des véritables hommes d'État qui ont su servir à la fois la nation, le peuple et l'État, parce que bien souvent, dans certaines positions, il faut concilier entre le service de l'État et le service de la nation. Voilà un grand qui nous quitte et qui est parvenu de façon magistrale. Pourvu que les appareils, en tout cas, ou que la société, ou que les forces vives reprennent dans le bon sens la fabrique des hommes et des femmes d'État. On en a grandement besoin et on en aura grandement besoin dans les jours et les années qui viennent. À 9h46 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Le Maroc candidat pour la Coupe du Monde de football 2026, pour l'organisation du Mondial 2026. C'est un secret de polichinelle. En tout cas, d'après Jeune Afrique, le coup d'envoi de la candidature marocaine sera donné officiellement dans 3 mois, le 31 mai, à Casablanca, depuis le complexe Mohamed V, lors du match amical Maroc-Pays-Bas. On va s'intéresser ce matin à qui sont nos adversaires, justement, quelles sont les candidatures pour l'instant qui sont en route face au Maroc, et puis quelles sont les erreurs que nous avons apprises lors des malheureuses candidatures précédentes, 94, 98, 2006 et 2010. D'abord, je voulais parler des adversaires, puisqu'on a une nouveauté, tout de même, c'est une déclaration du président de la CONCACAF, Anouar Zine, une candidature commune, ce n'est pas encore officiel, mais en tout cas on y réfléchit, du côté du Mexique, des États-Unis et du Canada. Si elle venait à voir le jour, même si pour l'instant c'est difficile avec Donald Trump, est-ce que ça peut être inquiétant pour cette candidature marocaine ?
Toutes les candidatures seront inquiétantes pour la candidature marocaine. Maintenant, la FIFA, je pense, a retenu la leçon que généralement 2 pays ou plus organisateurs, ça rend la compétition un petit peu plus compliquée. Ça obéit un peu trop à une logique business parce qu'on cherche des tailles de marché et ça détourne de l'intérêt premier, en tout cas aux yeux des milliards de personnes qui suivent cette compétition, à savoir qui est le football et la compétition sportive entre les équipes. Il me semble que c'est pas un choix judicieux que d'y aller en 2-3 pays, quand bien même cela peut donner l'image d'une candidature groupée, d'une symbiose entre les peuples, etc. Non, le football, c'est très chauvin et ça ressemblerait à quoi une demi-finale Mexique et les États-Unis d'Amérique si c'est organisé à la fois par les États-Unis et le Mexique. Voilà, ne serait-ce que parce qu'il y a des enjeux sportifs qui sont évidents, ce genre de candidature n'a pas beaucoup de chances de percer au niveau de la FIFA. Je pense que c'est des positions de négociation, que c'est de la tactique de balancer ce genre d'informations. Non, les candidatures seront pour avoir le maximum de leurs chances par pays unique organisateur. On rappelle que ce sera le premier mondial organisé avec 40 équipes. Oui, c'est en fait c'est la grosse nouveauté pour 2026 et justement l'augmentation du nombre d'équipes, l'élargissement du nombre d'équipes participantes, même si on s'en défend, participe à une logique business pour le coup. Donc les différents responsables de la FIFA ont tour à tour montré qu'ils étaient ouverts à la co-organisation de pays. Enfin même il n'y a plus de limite maintenant. Avant on disait oui, ok pour 2 pays. Maintenant, on rappelle que la prochaine Coupe d'Europe, l'Euro 2020, aura lieu dans plusieurs pays. Ça sera dans plusieurs villes en fait, mais de différents pays. Mais d'ailleurs dans les précédentes Coupes du Monde, si mes souvenirs sont bons, il y a eu la Belgique-Pays-Bas qui s'était porté candidat. Donc non, Corée du Sud, Japon en 2002. Ça pourrait. Tout à fait. On se rappelle des dégâts. Ça pourrait faire sens dans la mesure où aujourd'hui avec plus d'équipes, il faut plus de stades. Oui. Donc parfois pour certains pays, ça les condamne à ne pas... Dans le Maroc ? Dans le Maroc, par exemple pour le Maroc, est-ce qu'il est capable d'accueillir autant d'équipes, donc avoir un certain nombre de stades pour organiser une Coupe du Monde sans non plus l'étaler sur voilà, sur toutes les vacances d'été par exemple, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais ce qui complique en fait la triple candidature de l'Amérique du Nord, Amérique centrale, Mexique, Canada, États-Unis, c'est effectivement le conflit politique entre le Mexique et les États-Unis. Alors on peut dire oui, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2026, sauf que le dossier est analysé là, maintenant, tout de suite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des consultations jusqu'à... C'est ça, en fait, le programme. Les consultations ont été ouvertes, je crois, mi-2016 jusqu'à mai 2017. Oui, 2017. Pour l'annonce officielle en 2018. Voilà, et pour l'annonce officielle... non, pour le dépôt des candidatures en 2018, oui, et la désignation donc de l'organisateur ou des organisateurs en 2020. Oui, mai 2020, exactement. Mais donc, il faut préparer le dossier. Si aujourd'hui vous avez le président mexicain et les responsables du foot mexicain qui ne sont pas d'accord et on veut ériger un mur, ça va être compliqué de co-organiser un événement sportif où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Où les nombreux supporters devront sauter le mur pour aller d'un pays à l'autre. Donc ça risque quand même d'être très compliqué. Donc politiquement, symboliquement, c'est difficile, en tout cas aujourd'hui, sauf si il laisse tomber le Mexique et c'est entre le Canada et les États-Unis. Le Maroc a cette particularité de devoir organiser cette Coupe du Monde seul, parce qu'il ne peut pas le faire avec l'Algérie, qui déjà n'est pas candidate, mais qui en plus a des problèmes, et nous aussi on a une frontière qui est fermée, terrestre. Mais aussi, enfin, il y avait un moment, on avait parlé de la Tunisie. Là, pour le coup, il n'y a rien pour l'instant. Ça aurait pu faire sens. Donc, effectivement, on reste quand même un petit pays avec combien de stades aujourd'hui ? 5, 6, des stades qui sont aux normes. Il en faudrait 10 ou 12. Donc, on a quand même un défi. Le grand stade de Casablanca n'a pas encore été construit. On est en train de refaire le stade Mohamed V. Donc, c'est un gros défi aussi pour le Maroc. Il reste du chemin à faire. Justement, une question par rapport à ce complexe Mohamed V qui va bientôt ouvrir. On le sait, logiquement, ça sera pour le derby casablancais le mois prochain à Noirezine. Est-ce que vraiment c'est le bon stade, le meilleur stade pour démarrer une candidature officielle à un mondial ? On aurait pu penser peut-être à Marrakech qui fait plus marketing avec un nouveau stade, ou Agadir, ou Tanger. Pourquoi Casablanca ? Est-ce que ça ne fait pas une première tâche dans le dossier de la candidature 2026 ?
Et là, c'est le Casablancais qui va parler. Parce que ce stade est mythique, parce que ce stade est classiquement appelé stade d'honneur. Il porte l'honneur. Est-ce qu'aux yeux du monde, ce stade est assez crédible, entre guillemets? Bien sûr que c'est crédible, parce que ce stade offre quand même la plus grande ferveur populaire, les publics les plus créatifs, les publics les plus, on va dire, chauds, les publics qui mettent de l'ambiance sont les publics de Casablanca, et je le dis sans sectarisme, c'est la vérité. Et donc pour un dossier de candidature, parce qu'il faut redémontrer, prouver de nouveau, même au-delà des aspects politiques, business, etc., que le foot c'est l'opium du peuple et qu'il y a une symbiose entre ceux qui courent les gladiateurs sur la pelouse et ceux qui les regardent à partir des tribunes. Casablanca est de loin la meilleure ville pour faire une fête, dans ce sens, une fête de football. Les erreurs qu'on a apprises de ces malheureuses candidatures. Les erreurs qu'on a apprises, c'est que d'abord, il faut arrêter d'y aller avec des maquettes, et ça a été fait en 2010 puisqu'on a raté l'organisation de quelques voix. Peut-être la deuxième erreur, c'est que les comités qui travaillent sur ce genre de dossier, en l'occurrence le comité pour 2010 avait fait du très très bon travail, il n'y a rien à dire sur cela. C'était à l'époque Sissad Ktani qui présidait le comité, si je ne me trompe pas. Mais justement, parce que s'il s'agit de sport et de football, d'opium du peuple, il faut mettre un peu plus en évidence et en valeur des sportifs qui ont marqué les esprits, qui ont fait vibrer les publics, qui ont fait pleurer, qui ont fait battre des cœurs. Regardez la candidature de Paris, par exemple, en ce moment, elle est présidée par juste un Teddy Riner. Excusez du peu. C'est un comité de sportifs. Un comité de sportifs. C'est pas qu'on manque de businessmen ou de bons managers en France pour les mettre en évidence, mais ça fait partie aussi du dossier de candidature que de mettre en avant. Et c'est ce qu'a retenu Paris, parce qu'ils avaient déjà échoué précédemment. Ce qui était reproché, c'est que les sportifs étaient mis au second plan. Oui, la candidature a été portée par Bertrand Delanoë, maire de Paris, brillamment d'ailleurs, mais Londres avait gagné sur ce dossier-là, entre autres parce que voilà, Londres avait mis aussi en évidence des anciens sportifs plutôt que des managers de ville ou des managers de business. Et puis peut-être une erreur, enfin j'ai pas de leçon à donner en particulier, c'est qu'un vote c'est un vote en politique, dans un syndic d'immeuble ou dans un comité d'entreprise. C'est-à-dire ça se joue jusqu'à la dernière seconde. On n'est jamais certain que la promesse qui a été donnée va être faite de manière absolue et sans aucun doute. Et donc il faut jouer jusqu'à la dernière seconde pour avoir la toute dernière voix du petit dernier votant de l'île Féroé ou je sais pas qui, et qui a qualité de membre CONCACAF ou en tout cas en qualité de membre votant. Et il faut chercher ces voix jusqu'au dernier moment. Ça nous a manqué contre l'Afrique du Sud pour 2010 puisque paraît-il, il y a eu des visites de minuit dans les chambres d'hôtel pour changer le vote qui était a priori en faveur de la candidature du Maroc, et on a manqué de 3 voix. Il faudra les refaire, ces visites de minuit, peut-être la veille du vote, Mohamed Ezouak. En tout cas, oui. Je pose la question. De toute façon, le forcing doit se faire jusqu'à la dernière minute. Effectivement, un vote n'est jamais forcément acquis. Donc il faut faire un effort sans rentrer dans des tractations illicites ou illégales. Ce qu'il faut rappeler, alors déjà, je voudrais rectifier, c'est 48 équipes pour la prochaine Coupe du Monde. Oui. Alors, voilà, 40. Ouais, 48 équipes. Ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est le Maroc a retenu les leçons, je pense, à différents niveaux. Premièrement, après 2010, après la candidature 2010, il a continué, il a affirmé qu'il continuerait à construire les stades qu'il avait prévu. Ce qu'il a fait en grande partie, Marrakech, Agadir, etc. Donc ça, c'est un très bon point, puisqu'il a tenu parole. Deuxièmement, il s'est lancé dans l'organisation d'événements internationaux. La CAN, les mauvais points, c'est la CAN 2015, avec l'annulation en raison de Ebola, de l'épidémie d'Ebola. Les bons points, c'est la Coupe des clubs, en 2013 et en 2014. Et puis l'organisation d'un événement de taille en 2016, la COP 22. Donc tout ça plaît. C'est d'ailleurs lors de cette COP 22 que Gianni Infantini, le président de la FIFA, a déclaré que le Maroc avait tout ce qu'il fallait pour organiser un mondial. Oui, c'est montrer qu'effectivement il a les capacités d'organiser un événement international, un événement sportif ou j'allais dire diplomatique, environnemental, mais de premier plan. Donc ça plaide plutôt en faveur du Maroc. Maintenant, pour soutenir cette candidature, il faut continuer cet effort-là, notamment avec la construction des stades. On manque de stades encore, malgré cet effort sur
on va dire ces 10 dernières années. Et bien sûr, en termes d'infrastructure, même si le Maroc étant un pays touristique, on a la chance d'avoir des aéroports. On a vu l'ouverture du nouveau terminal de l'aéroport de Marrakech. En termes d'infrastructure hôtelière, etc., de continuer à construire et à bâtir. Le timing est assez court ou pas du tout, Anouar Zine, pour construire encore un ou deux stades, voire arranger quelques aéroports? Non, je pense que sur le plan de l'infrastructure, on y est. Il faut améliorer certainement des scores. Vous savez, un comité d'attribution d'une Coupe du Monde FIFA, il a des repères qui peuvent paraître surprenants, mais il va calculer le temps du trajet entre l'aéroport et le centre-ville. Il y aura le TGV également. Voilà, il y aura le TGV. Il va calculer le temps d'évacuation d'un supporter qui a un malaise par rapport au premier point hospitalier de santé aux normes. Il va chercher où peut se poser un hélicoptère pour des déplacements VIP ou des déplacements d'urgence ou de grands sécuritaires. Vous savez, les critères sont multiples et nombreux. Tout n'est pas dit publiquement par rapport à un dossier de candidature. La stabilité y va, l'engagement de l'État, parce que c'est une candidature d'État, ni de gouvernement, ni de club, ni de fédération, etc. Il y a un aspect sportif qui se gère entre fédérations, mais il y a un aspect État qu'il faut prendre en considération. Et en général, le président de la FIFA est considéré comme un chef d'État. On croise les doigts en tout cas pour 2026. Merci beaucoup messieurs. Anouar Zine, fondateur du mouvement citoyen changer.ma, Mohamed Ezouak, fondateur du portail d'information yabiladi.com. Vous ne bougez pas, dans quelques instants. Votre émission citoyenne, Les Experts Atlantiques avec Fessat Allaoui à 10h10. À 10h le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée sur Atlantique Radio.